Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. DMG, bonjour. Je dépose cette petite histoire aujourd'hui. Je tiens d'abord à saluer tous les abonnés de DMG de partout dans le monde parce que je sais que la communauté, elle est vaste, elle est grande. Et je vous souhaite de bonnes choses, que le Seigneur exauce les désirs de vos cœurs. Voilà, DMG, je vais commencer. Aujourd'hui, j'ai quelques petites histoires à déposer en ce jour, mais je vais déposer l'une après l'autre. La première histoire que je dépose aujourd'hui, c'est l'histoire de ma propre vie, pour commencer, comme d'habitude. Voilà. L'histoire de ma vie démarre, je n'étais pas encore là, c'est ce qu'on m'a raconté, par le fait qu'une dame qui habitait, ceux qui connaissent l'église Sainte Fatima, Notre-Dame de Fatima à Ebolova, savaient que dans le temps, il y avait une dame qui vivait en bas de la maison des prêtres. Elle vivait là avec un monsieur, c'était des gens qui étaient très très pauvres, mais ils vivaient là et l'école catholique était en hauteur. Cette dame-là, elle balayait l'église régulièrement et mon arrière-grand-mère était une fervente croyante. Et un jour, elle va voir mon arrière-grand-mère qui lui avait donné une parcelle. À l'époque, on faisait les champs à Angalé. Et mon arrière-grand-mère lui avait donné une parcelle pour qu'elle puisse faire des champs, pour qu'elle puisse travailler, parce que c'était une dame qui n'avait pas de ressources. Donc un jour, elle vient voir ma grand-mère au champ. Elle dit à ma grand-mère, écoute, j'ai rêvé. Cette nuit, j'ai vu une nuée d'anges qui venaient et ils avaient un bébé. Et ce bébé-là, ils m'ont dit que ce bébé t'était destiné. Mon arrière-grand-mère dit, ah, si le bébé m'est destiné, moi je n'ai qu'une personne, c'est mon petit-fils qui peut encore faire des enfants. C'est comme ça que mon père met ma mère enceinte, je viens au monde. Et quand ma mère sort de l'hôpital, mon arrière-grand-mère me prend, étant bébé, elle disparaît avec le bébé. Et elle et mon arrière-grand-père, les deux, ils ont pris le bébé, ils ont disparu avec le bébé, ils sont revenus avec le bébé quelques temps après. Mais mon arrière-grand-père, moi, je ne l'ai pas connu parce qu'à quelques temps après, il est décédé. Mais mon arrière-grand-mère, elle m'a élevée. Donc, je grandis, mais en grandissant, j'avais cette faculté de voir certaines choses que pour moi, c'était des rêves. Et de ma bouche d'enfant, je racontais comme ça venait. Et un jour, on allait au champ à Angalé, justement. Et avant d'aller au champ, cette nuit-là, j'avais rêvé. Et quand je me réveille le matin, parce que mon arrière-grand-mère nous réveillait tous les matins vers 5 heures du matin pour la prière. Quand on finit la prière, je dis à mon arrière-grand-mère, tu sais, ta copine Joséphine qui habite là-haut, là-bas? Mon arrière-grand-mère me dit oui. Je lui dis, elle a bagarré cette nuit avec ces deux hommes. Parce que cette dame, elle vivait avec deux hommes. Il y avait un qui était gardien de nuit et un autre qui travaillait en journée. Donc la nuit, elle était avec celui qui travaillait dans la journée. Et en journée, celui qui était gardien de nuit était là. Donc, apparemment, les deux hommes ont su qu'ils étaient comme ça et ils ont décidé de se battre avec elle, mais pas dans le monde physique, mais dans le monde mystique. Moi, je ne savais pas, j'ai rêvé qu'elle a bagarré. Et puis, ces deux hommes, ils l'ont terrassé les deux parce que les deux se sont alliés, ils l'ont tabassé, ils ont éclaté son foie et sa rate dans la bagarre. Moi, je raconte ça à ma grand-mère et ma grand-mère, le matin, elle me dit, tu n'en parles à personne. Donc, j'ai ma petite hôte, on est en train d'aller au champ. Et en allant au champ, on croise cette dame
Cette dame, elle avait des fleurs qu'elle avait coupées tout le long avant de rejoindre la troupe pour aller au champ. Et elle donnait les fleurs à chacune. Elle disait, ah, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Elle était toute guillerette. Et moi, ça me démangeait. J'avais envie de lui dire. Et ma grand-mère, il suffisait juste mon arrière-grand-mère, il suffisait juste qu'elle me regarde et je ne pouvais rien dire. On arrive au champ. Et vers les 10 heures, il commence à pleuvoir, mais pas vraiment une pluie. Vous savez, en Afrique, il y a ce qu'on dit, il pleuviote. Ça veut dire c'est des petites gouttes de pluie, mais il ne pleut vraiment pas fort, mais c'est comme ça. Il pleut juste un peu, il pleuvine, des petites gouttes. Et là, mon arrière-grand-mère et toutes les femmes qui étaient là, parce que les femmes faisaient des grands champs ensemble, mais chacune avait sa parcelle. Et on se dit, on va s'abriter. Il y avait un genre de hangar que les femmes avaient construit en palmier et tout. On va s'abriter là-bas. Elle, cette dame, seule, elle dit non, moi je vais m'abriter ailleurs. Et elle est allée s'abriter sous un tronc d'arbre. Et sous le tronc d'arbre, elle s'est abritée. Et en un éclair, la foudre a frappé le tronc d'arbre et le tronc d'arbre est tombé sur elle. Et là, quand ça se passe, je dis à ma grand-mère, là, juste là, le foie vient d'éclater. Ma grand-mère m'a tenu la bouche. Les autres dames qui étaient là disaient, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, c'est rien, c'est des paroles d'enfant. Et on entend crier. On est sorti sous la pluie, là, on arrive, on trouve cette dame sous le tronc d'arbre. Impossible à la retirer. On a commencé les hommes sont venus, ils ont commencé à creuser autour pour que la terre descende et qu'elle, on puisse l'en extraire. Et là, quand ils ont creusé autour, ma grand-mère, elle est descendue courageuse pour essayer de la ressortir. Et là, je vois le tronc qui va de nouveau s'abattre. Et je lui dis, hey, grand-mère Joséphine, tu arrêtes ça là maintenant. Ce n'est pas mon arrière-grand-mère que tu vas emporter avec toi. Si tu as fait tes choses, tu gères ça comme tu veux. Et là, les mamans qui étaient là me regardent. Et comme par magie, le tronc d'arbre s'est arrêté. Les hommes sont descendus avec mon arrière-grand-mère. Ils ont sorti cette dame. Elle est décédée. Bon, il y a eu son enterrement et tout ce qui s'en est suivi. Mais de temps en temps, je rêvais, je voyais des choses, mais je le voyais en spectatrice, c'est-à-dire je rêvais, je voyais comment ça se passe. Et puis, bon, je venais, je racontais à mon arrière-grand-mère. Et puis un jour, mon arrière-grand-mère, elle me dit, il faut que, parce que mon arrière-grand-mère, elle soignait les gens, elle soignait les... Mais pas nganga, comme on dit, non. C'était une praticienne, ça veut dire elle connaissait, ou naturopathe si on veut, elle connaissait que telle herbe pouvait soigner telle chose, telle plante pouvait soigner tel bobo, ainsi de suite. Donc, elle me dit, on va essayer de t'enlever cette capacité que tu as à rêver des choses que tu ne devrais pas. Donc, pendant qu'elle essayait, un jour, je suis là et je vois une réunion. Et dans cette réunion, on sacrifiait quelqu'un comme un mouton. Et je me réveille, je raconte ça à mon arrière-grand-mère. Et le jour même, quand je finis de raconter à mon arrière-grand-mère, derrière chez nous, à l'époque, il y avait encore quelques plants de cacao. Donc, la ville n'était pas ce qu'elle est devenue actuellement. Donc, quelques plants de cacao. Et là, j'allais puiser de l'eau à la rivière et je croise un vieux du village. Ce vieux du village, en allant à la rivière, au puits, c'était un puits, c'était pas une rivière, c'était une source. En allant donc à la source, je croise ce vieux du village. Il me croise, il me dit, c'est toi, hein? Je lui dis, c'est moi quoi? Il me dit, c'est toi qui vois ce que nous faisons et qui viens le raconter. Et d'un coup, il m'a donné une claque, comme une taloche au niveau du sommet de mon crâne. Je n'ai jamais ressenti une douleur comme celle-là. J'ai jeté mon seau par terre, je suis rentrée à la maison en pleurant et
J'ai dit ça à mon arrière-grand-mère et en lui disant ça, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, j'ai commencé à vomir, à vomir. Ça n'arrêtait pas. Mon arrière-grand-mère, elle a pris de l'eau froide, elle m'a versé sur la tête, elle est allée chercher un truc, le massep qu'on utilise là. Elle a pris le massep, elle m'a lavé avec le massep, elle m'a lavé avec, il y avait une autre plante, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je sais que chez nous, en Béti, on appelle ça un kozo. Donc, elle a pris ça, elle a malaxé dans de l'eau, elle a laissé ça au soleil et après, on me lavait avec, on m'a lavé, on m'a lavé, on m'a lavé. Le soir, j'ai fait de la fièvre, on m'a lavé. Et je peux te dire, DMG, jusqu'à présent, jusqu'à présent, je ne vois plus ce qui se passe. Je ne rêve plus comme ça. Mais j'arrivais encore il y a quelque temps à avoir des rêves prémonitoires. Je voyais ce qui va, je voyais une scène et je la revivais. Ou alors je racontais à quelqu'un une scène qu'il va vivre et la personne vivait cette scène. Mes enfants, par exemple, j'ai eu un de mes enfants que j'ai vu, on me l'a donné dans le rêve et quelques temps après, je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Donc, des rêves comme ça. Et sincèrement, je ne souhaite pas, je ne sais pas quel genre de mysticisme c'était pour moi, mais je voyais des choses comme ça quand j'étais enfant. Bien, merci, likez, partagez à tous les auditeurs de DMG. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais 2 histoires à déposer. 2, ouais, peut-être un peu plus, je ne sais pas. DMG, je tiens d'abord à saluer toute la communauté DMG et que la grâce de notre Seigneur nous accompagne. Likez, partagez et abonnez-vous massivement. Pas seulement écouter, racontez-nous les vôtres aussi. Voilà, je vais raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée dans mon village. Je n'y étais pas, mais c'est une histoire réelle. Ceux qui connaissent, je ne vais pas citer les lieux exacts parce que je n'ai pas envie de faire mal à ma famille ou de faire mal aux protagonistes. Voilà. Dans mon village, il s'est passé, il y avait un papa qui était, tout le monde savait que il avait, on disait qu'il avait le con. Le con, c'est un peu comme à l'ouest, on dit le famla. Nous, dans le centre, le sud, on parle du con. Donc, il avait le con. Et ce papa, il est décédé et après sa mort, il y avait ses fils. On pensait que ça allait mieux. On n'en parlera plus. Donc, ce papa, c'était le frère à mon grand-père. Mon arrière-grand-père, pas mon grand-père. Et ce frère à mon arrière-grand-père, il avait des enfants. Alors, un de ses fils qui décède, et à son décès, il est mort à Yaoundé. On a ramené le corps chez nous au village. Le corps est arrivé au village. On décide au moment de l'enterrement, les jeunes du village commencent à creuser la tombe. Vous savez comment ça se passe dans les villages. Je ne sais pas dans d'autres villages, mais je sais que dans le sud, du Cameroun, ce sont les jeunes de la contrée, pas forcément du village, mais de la contrée qui creusent la tombe et on les motive avec les casiers de bière et machin et tout ça. Donc, ils sont en train de creuser la tombe. Ils creusent. Ils arrivent en bas. Ils butent sur quelque chose en bas dans la tombe. Et les autres disent, mais c'est quoi ça? Mais en butant, ce n'était pas une pierre. C'était quelque chose de pas complètement dur, mais de pas mou non plus. Et là, ils y vont doucement, ils enlèvent la terre avec délicatesse et tout. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve au fond de la tombe toute nouvelle qu'on commence à creuser? Une paire de draps blancs. Une paire de draps blancs, neuve. La paire de draps était neuve. Ça crie au scandale.
On appelle les grands du village, les patriarches et tout ça. On dit, voilà ce qui est arrivé. Et les patriarches expliquent ça par le fait que quand on trouve un truc de ce genre dans la tombe, ça veut dire qu'il y a un autre membre de la famille, un autre membre éminent de cette famille qui va décéder. Bref, on finit d'enterrer mon grand-oncle là et tout. On finit de l'enterrer et tout, et ça se passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, son petit frère tombe dans un c'était pas un puits, mais vous savez, chez nous, on a vendu, mes grands-oncles et tout ça, ils ont vendu tous les terrains. Et il y a un monsieur qui avait acheté le terrain, qui avait creusé des toilettes, donc un grand trou. Mais il a pris la peine de bien couvrir ces toilettes-là avec de la tôle et des planches. On ne sait pas par quel miracle. Par quel miracle mon grand-oncle là est tombé dans les toilettes, dans ce trou-là. On nous a évoqué le fait qu'il était peut-être ivre et qu'il a voulu passer par là. C'était un raccourci et il est tombé dans ces toilettes-là. On l'a amené à l'hôpital. Il avait une fracture. Il avait une fracture au niveau de la colonne vertébrale et machin et tout. Ses jours n'étaient pas en danger, hein. Réellement, ses jours n'étaient pas en danger. On l'a amené à l'hôpital. Il était hospitalisé à Enongal et tout ça. Et même pas une semaine après, il décède. Son état s'est empiré, il décède. On met le corps à la morgue, on décide de faire les obsèques et tout. Et vous savez, pendant les veillées, les gens sont là, ils veillent, ils papotent, on fait le débriefing de la vie de la personne, des conditions de son décès et tout. Et là, on voit son petit-fils, un petit garçon de 3 ans. Un petit garçon de 3 ans. Il suçait le pouce. Il arrive dans la grande salle où les gens étaient assis. Il dit, pendant que les gens parlent, il dit aux gens, moi je lui ai pourtant dit de ne pas sauter. On dit, tu lui as dit de ne pas sauter, de ne pas sauter de quoi? Il dit, on est parti, je suis le pilote de l'avion, on est parti, on a fait une sortie, et quand on revenait, l'avion, on a risqué un crash. Et pendant que je me débattais à remettre l'avion droit, mon grand-père a dit qu'il saute. Je lui ai dit de ne pas sauter parce qu'il n'avait pas de parachute. Et il ne m'a pas écouté, il a quand même sauté de l'avion. Et voilà qu'il est mort. DMG, tout le monde était sidéré. On regarde ce petit. Je dis un petit bout, hein, 3 ans, il suçait son pouce en racontant l'histoire. En racontant cette histoire-là, les gens sont restés ébahis. On a fini par l'enterrer, on a creusé la tombe, on l'a enterré. Et le petit, je ne sais pas ce qu'on va faire de lui. Actuellement, que je vous parle, c'est un petit garçon qui a actuellement, au bas mot, il doit avoir environ 30 ans maintenant. Au bas mot. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. J'espère que vous allez bien. DMG, j'espère que tu vas bien. Merci pour le travail que tu as bas. Courage à toi. Je sais que c'est pas facile, mais bon. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'accompagne dans ta mission. Et que Dieu bénisse la chaîne. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui envoient les audios. Merci pour ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Vraiment, on est une équipe. Nous avançons avec le Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant nous aide vraiment à soutenir DMG dans cette vision qu'il lui a donnée. Voilà, ce matin, j'ai une histoire
L'histoire concerne ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui m'a raconté cette histoire-là. Ma belle-mère dit que quand elle était plus jeune, elle était une jeune fille, que il y a un monsieur qui, en tout cas, qui la courtisait. Un monsieur, voilà. Il venait derrière elle, en tout cas, un dragueur quoi. Un dragueur qui venait derrière elle. Bon, elle était toute petite, elle était jeune. Bon, elle ne tenait pas assez d'importance à ça quoi. Elle ne tenait pas assez d'importance à ça, mais elle ne le refoulait non plus pas. Elle ne le refoulait pas. Il vient à la maison. Bon, sans problème quoi. Et ma belle-mère dit que, étant plus jeune aussi, elle aimait jouer au ludo. Elle aimait jouer au ludo. Elle dit que quand elle sort matin de sa maison, qu'elle a fini de faire ses travaux, puisqu'elle était encore en famille chez ses parents, elle dit qu'elle a fini de faire ses travaux comme ça, qu'elle s'assoit avec le ludo là, elle peut passer toute la journée là sans savoir qu'il est en train de faire lui-même. Elle dit que avec son groupe d'amis, ils avaient fait au moins 2 équipes. Ils font 2 équipes. Ils jouent au ludo. Quand tu élimines, tu quittes. Une autre personne prend ta place. Elle joue. Quand on te gagne, tu quittes. Une autre prend ta place. Elle dit qu'ils vont passer toute la journée. Elle et puis son groupe d'amis là. Ils vont passer toute la journée là, en train de jouer au ludo. Donc, un jour, que le monsieur, son dragueur là, il est venu encore, pendant qu'elle jouait au ludo. Et on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu derrière toi. Elle dit, j'arrive. Mais elle était assise là. 1, 6. 6. 5. Ma chérie. J'ai bouffé ton pion. 6. 5. 4. 6. Et on lui dit, regarde toi là, il y a quelqu'un qui est venu te voir. Dites-lui que je viens. 6, 7, 6, 5. Elle dit, sa tête était dans le ludo là. Jusqu'à même, au point même qu'elle oublie qu'elle a de la visite. Le visiteur est resté assis là. Quand on lui dit, c'est pas derrière toi quelqu'un venait, dites-lui que je viens. Je viens, là, le ludo là est trop chaud. Je viens. Elle est restée en train de jouer au ludo. Jusqu'à Omer va soulever sa tête là. Elle dit, mais où est le visiteur là? On dit, il est parti. Elle dit, c'est pas grave, il va revenir demain. Vous connaissez les jeunes filles. Il va revenir demain. Ma belle-mère dit, ils ont fini de jouer au ludo, tout. Quand ils sont partis dormir. Elle a dormi. La nuit, elle a dormi. Elle se réveille matin, elle est aveugle. Elle ne voit plus. Elle est aveugle. Aïe. Les parents disent, mais hier on était ensemble ici. On était là. Elle ne voyait plus. Elle dit, elle s'est levée de son lit. Tout est noir, elle ne voit plus. Jusqu'à même, on la tient pour marcher. On la tenait pour marcher, elle ne voit plus. Et voilà ses parents. Qui courent un peu partout. On l'envoie à l'hôpital. Traité à l'hôpital. On ne voit pas le problème qu'elle a. On dit tout est normal. Dans ses yeux, tout est normal. Elle n'a pas d'anomalie au niveau de ses yeux. Mais elle ne voyait pas. Elle dit elle ne voyait pas. Tout était noir devant elle ne voyait pas. Elle a passé au moins 1 mois dans ça.
Elle ne voit pas. Elle me dit, ses yeux sont ouverts. Pas que, pas que ses yeux sont fermés. Elle dit, ses yeux sont carrément ouverts, mais elle ne voit pas. C'est-à-dire que toi qui ne sais pas, toi, elle assise, elle te regarde, toi pensais qu'elle te voit, pourtant elle ne te voit pas. Les yeux sont bien ouverts. Peut-être si elle dort là, elle ferme ses yeux. Mais une fois réveillée là, les yeux sont ouverts, mais elle ne voit pas. Donc vous connaissez nos parents d'avant. Ils l'ont envoyé chez un traduit praticien. Commencer à chercher. C'est là, le traduit praticien dit que votre fille là, elle a frustré quelqu'un. C'est la personne qui a pris ses yeux pour partir. C'est la personne qui a pris ses yeux. On dit, ah, elle a frustré qui? Ah, que notre fille là, elle ne fait pas parler avec quelqu'un. Hein? Elle n'insulte pas les gens. On ne l'a jamais vu arrêter en train de se battre. Elle a frustré qui? On dit, demandez-lui, elle a fait quelque chose à quelqu'un il n'y a pas trop longtemps. Il y a quelqu'un qui est fâché contre elle. Que c'est cette personne qui a pris ses yeux pour partir. Donc dans les recherches, c'est là l'histoire du visiteur qui est venu, puis elle n'est pas allée le recevoir là. Les gens sont rappelés de ça. Est-ce que c'est pas le monsieur qui est venu te rendre visite et puis tu l'as laissé planter sans même demander, sans aller le recevoir là? Est-ce que c'est pas lui? C'est là les gens disent, ah, sûrement ça doit être lui. Et ils sont allés vers le monsieur. Ils lui disent, ah, que vraiment on est venu te demander pardon. On est venu te demander pardon par rapport à notre fille. Et on sait qu'elle t'a fait, elle t'a honni. On sait qu'elle t'a frustré. Mais seulement là, c'est un enfant. Où elle est encore là, elle n'est pas encore grande. C'est une petite fille. Elle a la mentalité de petite fille. Hein? Donc les parents ont commencé à m'adouer le monsieur pour lui dire, ah vraiment, on te demande des excuses de la part de notre enfant. Ça, le monsieur dit, qui vous a dit que c'est moi? Moi, je ne lui ai rien fait. Hein? Je ne lui ai rien fait. Oh, le guérisseur a dit que la personne là est fâchée, la personne a pris ses yeux. Parce que comme elle a les yeux là, c'est pour ça qu'elle joue au ludo. Comme elle a les yeux, si elle n'a plus ses yeux là, où elle va voir ludo pour jouer 6, pour jouer 5, pour jouer bidé là, elle va montrer. Donc commencer à demander pardon monsieur, que vraiment on te demande pardon. Au début le monsieur voulait dire aux parents, non ce n'est pas moi, ceci, cela, ce n'est pas moi. Les gens ont commencé à lui demander pardon. Donc finalement, il dit d'accord qu'il a compris. Mais dites à votre enfant là, que ce qu'elle a fait là, il ne faut plus avoir fait ça. Qu'on ne fait pas ça. Et moi je me suis déplacée à cause d'elle. Hein? Je me suis déplacée à cause d'elle. Si elle ne veut pas que je vienne derrière elle, qu'elle me dise clairement, mais elle ne peut pas me laisser planter là. Je suis assis là, sans même me demander les nouvelles, ni rien. Hein? En tout cas, dites-lui ce qu'elle a fait là. Il ne faut plus avoir fait ça. Il ne faut même plus avoir fait ça à quelqu'un d'autre même. Voilà. Il ne faut plus avoir fait ça à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, je lui pardonne. Donc pour moi, elle est finie. On dit bon, si vraiment pour toi elle est finie, hein, elle ne voit pas où. Si pour toi elle est finie là, hein, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour qu'elle recouvre la vue? Là, le monsieur dit, non, il n'y a rien à faire. C'est qu'elle soit, allez-y. Elle va voir, allez-y. Mais seulement c'est ce que je vous ai dit là. Dites-lui que ce qu'elle a fait là, il faut plus, elle va recommencer. Ma belle-mère dit que au moins ses parents vont quitter chez le monsieur pour arriver à la maison là. Elle a recouvré la vue. Ses yeux sont devenus normaux. Elle a commencé à voir. Donc ma belle-mère là, de son vivant là, Ludo ne rentre pas dans sa maison. Elle dit depuis ce jour, depuis l'histoire où ils ont pris ses yeux pour partir là, et Dieu a fait qu'ils ont ramené ses yeux. Elle dit, elle n'a plus jamais touché au Ludo. Elle dit là où elle passe, Ludo passe pas. Là où elle voit Ludo assis là, elle s'approche pas. Donc elle de son vivant là,
Ludo ne rentrait pas dans sa maison. C'est-à-dire, elle avait une phobie des Ludo. Ludo ne rentre pas dans sa maison. Même ses enfants n'ont jamais joué au Ludo devant elle. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce que ma belle-mère a vécu, qu'elle m'a raconté. Donc, elle n'aimait pas les Ludo, hein. Elle n'aime pas les jeux de Ludo, jeux de cartes, tout ça là. Elle ne veut pas. Parce qu'elle dit on gâte l'homme dedans. Elle, on a failli la gâter dedans. On a failli la rendre aveugle dedans. Donc, elle ne veut pas. Donc, famille DMG, c'était là mon histoire. Et la moralité de cette histoire-là, en tout cas, tout ce que je peux dire, moi, c'est de faire attention. De faire toujours attention. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a certains comportements qu'on peut faire envers quelqu'un, même si la personne n'est pas méchante. Hein? Si la personne n'est pas méchante, notre manière de faire notre comportement peut réveiller son côté obscur. Parce que tout être humain a un côté obscur. Mais, par la grâce de Dieu, le bon côté, le côté bon là, souvent prend le dessus. Et c'est là on pose les bonnes actes et autres. Mais ceux que leur côté obscur est développé là, c'est eux qui sont méchants, qui tuent, qui font du mal et autres. Voilà. Donc c'est un comportement qu'on fait avec quelqu'un peut réveiller son côté obscur là. Son méchant, son mauvais côté là, ça peut réveiller ça. Et la personne peut nous faire du mal. Donc vraiment, faisons toujours attention et restons dans la prière. Voilà, c'est pas parce qu'on prie qu'on ne doit pas faire attention. On prie en faisant attention. Voilà, et on fait attention en priant aussi. Voilà, donc c'était là mon histoire et merci beaucoup DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter une nouvelle histoire aujourd'hui. C'est moi la petite fille là qui vient de quelque part là-bas. C'est encore moi. Alors, cette fois-ci, je n'étais pas allée au village. Parce que les gens disent dans les commentaires, oui, avec ce qui est arrivé, tu retournes toujours là-bas. Il faut comprendre que je n'avais pas le choix en fait. J'avais beau aimer mon village comme une dingue et tout. Après tout ce que j'ai vécu à un moment, personne n'aurait envie d'y retourner et c'était mon cas. Mais comme je le dis, ma mère est décédée. Je vis chez ma tante et mon père aux abonnés absents. Donc, je n'avais pas le choix en fait. On me dit, va, je vais quoi. Je n'ai pas le choix. Vous voyez un peu. Et quand je dis non, je ne vais pas y aller, c'est comme de la désobéissance. C'est comme si je voulais faire un bras de fer. Donc ça, c'était pour clarifier. Et justement, l'histoire d'aujourd'hui, c'était aussi pour vous montrer que je sois au village ou que je ne sois pas au village. Ça peut arriver partout en fait. Et cette fois-ci, justement, je n'étais pas partie au village. C'était la seule année où je n'étais pas partie au village. J'étais restée en ville. Donc, c'était pendant les vacances d'été. Ça s'est passé 1 mois avant les vacances d'été. Donc, c'était sur une période de 2 mois. Jusqu'à la rentrée, on va dire, à peu près. Une période là, ma tante, elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à avoir des pustules sur elle. Un peu comme la varicelle là, purulente là. On était étonnés, on s'est dit, mais elle a déjà eu la varicelle. Pourquoi elle a la varicelle? Enfin, on disait que c'était la varicelle parce que on allait à l'hôpital. Le médecin lui dit, moi je comprends pas, vous avez eu la varicelle. Bon, peut-être vous l'avez une 2e fois. Elle a eu la varicelle à son âge. Du coup, sachant qu'elle avait déjà eu, on lui a donné un traitement. Mon oncle, son mari, fait un calcul rénal. Subitement comme ça. Pourtant, il passait ses tests tous les 3 mois. Il était en très bonne santé. Rien ne présageait que ça devait arriver. Bon, on s'est dit, peut-être ça peut arriver, c'est la volonté de Dieu. La maladie ne prévient, cette maladie ne préviennent pas. Comme je dis, on était 2 filles à la maison et 2 garçons. Donc on était 4 enfants et 2 adultes. Le plus grand d'entre nous, mon grand cousin, il commence à avoir mal aux dents subitement jusqu'à en cracher du sang. Jusqu'à cracher du sang en fait. Une autre de mes cousines là-bas,
Elle, 13 ans et tout, je crois, à ce moment-là, elle a recommencé à faire pipi au lit, sachant qu'elle ne faisait plus pipi au lit. Elle était clean, quoi. Bref, on a commencé à tomber malade. Tout le monde a commencé à tomber malade. Moi, j'ai commencé à avoir des migraines que quand ça me prend comme ça, je vais rester paralysée au lit. Même pendant au moins 10 minutes. La migraine est tellement atroce que tu as l'impression qu'on te bourra le cerveau, la tête. Moi, avec tout ce qui se passait là, on guérit, on tombe malade, on guérit, on tombe malade. Moi, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Et je me suis dit, cette affaire n'est pas simple en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pris ma Bible. J'ai commencé à prier, j'ai pris le psaume 94. Là, je vais un peu essayer de détailler. Désolée si je serai longue, mais je pense que ça peut aider certaines personnes qui peut-être vivent ce genre de situation ou peut-être ça peut aussi édifier. Donc, j'ai pris ma Bible, j'ai pris le psaume 94. C'est avec ça que je priais le soir. Je priais, je récitais les parties du psaume en fait. Je faisais mon chapelet, j'ai invoqué la Vierge parce que je tiens à préciser que quand vous êtes souvent dans des combats ou quand vous voulez peut-être savoir quelque chose, invoquez la Vierge Marie en fait. Invoquez-la avec ses anges. Elle est une aide très précieuse dans les combats spirituels et dans tout ce qui est vérité. Cachez-la si vous voulez savoir. Implorez-la qu'elle intercède pour vous. Invoquez-la et vous verrez en fait. Et vous verrez. Donc, je faisais ça, je faisais le chapelet. J'ai pris comme ça une semaine. Et j'ai aussi fait les larmes de sang de la Vierge Marie justement. C'était pas le chapelet, c'était les larmes de sang de la Vierge Marie. Donc, c'est un autre chapelet. C'est pas le rosaire, si vous voulez. Je priais avec le psaume 94. Je faisais les larmes de sang. Et je marchais dans tous les murs de la maison. Je touchais la maison. Parce que je me disais, peut-être c'est la maison qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être c'est la maison. Donc, je touchais la maison. Je touchais toutes les pièces. Et comme ma tante ne croyait pas trop bon, elle me regardait un peu comme une folle, en fait. C'est même à partir de là où elle a commencé à me croire. Je touchais. Après ce qui s'est passé, je touchais les murs, je faisais tout et tout. Je suis même allée chez un pasteur, chez nous là-bas, à l'EPC. Il a béni l'eau. J'ai versé à la maison. Voilà. J'ai fait ça pendant une semaine. La deuxième semaine, TMG, je dors. Je fais un rêve que... Le rêve était d'abord bizarre parce que je n'avais pas compris. Je fais un rêve que... Il y a une famille. Je suis placée dans une pièce. Un salon typique. Pardon, mon réveil a sonné. Il y a deux personnes qui vivent en haut, si vous voulez, qui sont en haut dans une maison. Mais la maison est très très basse en fait. Et les personnes sont un peu... Elles sont courbées dans la maison. Elles sont dans un salon en train de boire le thé, en train de rigoler. Deux personnes en train de rigoler. Et puis je ne comprends pas le rêve. Je me dis, mais je suis où en fait? Le plafond était extrêmement très très bas. Très 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 bas. Donc ils étaient courbés. Mais ça n'avait pas l'air de les déranger en fait. Quand ils se levaient, ils rapetissaient. J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'avais pas compris le rêve. J'ai dormi. La première nuit, c'est ça. La deuxième nuit, le même rêve se reproduit. Et la troisième nuit, ce qui fait en sorte que je comprenne où ils sont, c'est que la troisième nuit, c'est comme si dans le rêve, je suis élevée de mon lit et je traverse la toiture et je tombe devant eux. Et c'est là où je comprends que en fait, les gens là, leur rêve là, leur maison là, c'est dans notre toiture en fait. Parce que comme je dis, j'étais couchée. C'est comme si mon corps s'est élevé et a traversé, est parti devant eux. Et ils ne me voyaient pas, ils faisaient leur vie, ils rigolaient, ils riaient et tout. Ils étaient là en fait. Et l'autre scène qu'on m'a montré, c'est que à un moment, la femme, elle est partie aux toilettes. Elle a fait ses selles. Et dans le rêve, on m'a montré que ces selles tombaient directement dans notre maison. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et là, je me dis, punaise. Donc, en gros, ils ont fait leur maison sur notre toiture. Les gens qui vivent sur notre toiture. Moi, j'ai d'abord compris ça comme ça. Dès que je me réveille, bizarrement, à partir de l'ADMG, on a commencé à entendre les bruits. On a commencé à entendre les bruits dans le plafond, dans la toiture de la maison. Ça passait par des petits bruits. Et puis, ça a commencé à être des... Ça a commencé à être des... En fait, c'était des bruits bizarres. Des bruits vraiment qui te perturbent en fait. Et surtout que notre toiture, c'était... Le plafond était en contre-plaquet. C'était pas... Je sais pas comment dire ça. Le plafond, c'était du contre-plaquet. Et c'était en
toiture, en tôle en fait. Donc on n'avait pas encore terminé si tu veux. C'était notre maison qu'on était en train de construire. Donc on avait d'abord mis le contreplaqué au plafond et des tôles, si tu veux, parce qu'on était en construction. On habitait déjà là-bas, on était en train de faire les finitions. On devait refaire en haut. On était déjà quand même là. Les bruits bizarres, les trucs bizarres. TMG. Et puis, c'est comme ça que on avait le derrière de la maison. C'est comme ça qu'un jour je vais derrière, on va derrière, on commence à trouver les peaux de serpent derrière. Comme quand un serpent a mué, les peaux de serpent sont maintenant derrière. On commence à s'étonner que, hey, est-ce qu'on n'a pas un serpent sur la toiture? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que je dors. Je redors comme ça. Quand je continue à prier, je continue à prier avec le même psaume. Là, cette fois-ci, je faisais le rosaire aussi. Je priais, je chantais, je faisais beaucoup d'adoration. Beaucoup. Il y a aussi l'adoration. Quand vous êtes même si vous faites à manger, cuisiner, chantez des chansons à Dieu. Chantez, célébrez-le en fait. Le fait de vivre dans une atmosphère d'adoration, ça éloigne les mauvais esprits, ça dérange les esprits en fait. Parce que quand vous faites l'adoration, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et le Saint-Esprit vient avec le feu. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai dans d'autres situations. Rien que l'adoration m'a sauvé de beaucoup de situations. Donc, faites l'adoration. Donc, je faisais beaucoup d'adoration. Je faisais beaucoup de trucs dans la maison en fait. Quand mes parents n'étaient pas là et tout, quand je rentrais souvent la première de l'école, parfois pour nous guérir de cette situation, j'ai parfois loupé l'école. Je revenais quand je savais qu'il n'y avait personne parce qu'on avait la clé. Je venais, je chantais, je priais, je faisais des trucs. C'est comme ça que un jour, comme ça là, je fais un rêve. Je refais un autre rêve. Le rêve, je suis de nouveau transportée dans la toiture et je suis devant eux et ils sont en train de se disputer. Oui, mais on ne peut plus rester là. Moi, je ne peux plus rester là. Moi, ça me dérange. Moi, je ne veux plus. Moi, je veux partir. Moi, je ne veux plus rester ici, là. Je ne veux plus. Ils étaient en train de se disputer en mode, ils ne voulaient plus rester en haut parce qu'ils étaient dérangés, en fait. Ils étaient dérangés. Il y a quelque chose là-bas. Ça vient nous brûler ici. J'ai chaud, la chaleur. Le mari disait, non, mais on reste encore un peu. Bref, ils étaient en train de se disputer. La femme dit que non, elle ne veut plus rester. Que si demain la même chose se reproduit, elle part. C'est comme ça que je me réveille. Il dit que DMG, le jour là, non, j'avais dit à ma mère que j'étais malade, à ma tante, à ma mère que j'étais malade. J'étais pas allée à l'école. J'avais prié toute la journée à la maison. J'avais chanté, j'avais dansé, j'avais prié, célébré, médité. J'avais tellement prié que moi-même, dans mon corps, je ressentais des frissons, je ressentais l'onction. Je savais que le Seigneur était là. Je savais que la présence des anges était là. Parce que comme vous le savez, j'ai la tête ouverte et je faisais mes débuts en fait. Donc moi, à ce moment-là, j'étais pas encore, je voyais pas encore complètement clair. Donc je voyais juste des formes. J'arrivais à sentir la présence de soit des anges, des esprits en fait. Et je savais que les anges étaient là en fait. Et pendant que j'étais en train de méditer au salon, le Seigneur m'a montré une vision. J'ai vu une vision dans mon esprit. J'ai vu des anges avec des espèces de pics, des espèces de lances en fait. Et ils étaient en train d'enfoncer les lances là dans le plafond en fait. C'était comme si tu enfonces ta fourchette dans la viande en fait pour couper. Et c'était pareil, sauf qu'ils étaient en train d'enfoncer ça au plafond. Ils étaient plusieurs aux quatre coins de la maison. Ils enfonçaient les lances au plafond. Ils enfonçaient les lances au plafond. Du coup, quand j'ai eu cette vision et quand c'est passé, Dieu faisant bien les choses, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Les gens, ma famille est rentrée le soir. DMG, on est là comme ça là. On est en train de manger. On est en train de manger parce qu'on mangeait souvent. On avait la terrasse. On mangeait souvent dehors. Et là, DMG, par la terrasse de dehors, on entend des bruits. Des gros bruits. On ne sait pas du comment, du pourquoi. Le contreplaqué a lâché. DMG, ceux qui me croiront, me croiront. Ceux qui ne me croiront pas, ne me croiront pas. Histoire vraie. Le contreplaqué a lâché. On était dehors. DMG, 2 énormes serpents sont tombés de la toiture. Pas les blagues. 2 énormes serpents. Tout le monde a vu. Ma tante, mais tout le monde a vu
2 énormes serpents sont tombés de la toiture. Dès qu'ils ont tombé comme ça, là, ils ont commencé à se contusionner par terre et tout. Et comme notre maison, on avait construit et on n'avait pas encore mis la barrière. Donc, les gens qui passaient pouvaient voir notre maison. Les serpents ont filé. Donc, quand ils sont tombés là, non. Ils ont quand même levé la tête pour nous regarder. Et ils m'ont fixé en fait. Les serpents là m'ont fixé. Ils ont fixé tout le monde et leurs regards se sont arrêtés sur moi. Moi, je les regardais aussi. Et moi, je savais en fait. Donc, je les regardais droit dans les yeux. Droit dans les yeux en fait. Et je parlais en langue en même temps. Je parlais en langue. C'est comme ça que ils se sont retournés, ils se sont faufilés dans le quartier. Ils sont partis en fait. On était tellement tétanisés par la scène que personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Enfin, eux, moi je regardais seulement, mais eux, personne n'a bougé. Déjà d'abord de peur, personne n'a bougé jusqu'à ce que les serpents là sont partis. Ils sont partis devant nous comme ça là. DMG. Dès qu'ils sont partis comme ça, tout est redevenu normal à la maison. Tout est redevenu normal. Les maladies sont finies. Dis-toi que le calcul rénal de mon oncle qu'il avait là, on est retourné à l'hôpital. Rien, ça avait disparu. Mon frère n'avait plus mal à la dent. Je n'avais plus de migraine, rien. Tout est terminé comme ça là. Comme ça là, comme ça là, comme ça là. Donc, DMG, c'était mon histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire a pu un peu aidera certaines personnes qui veulent peut-être ce genre de situation ou qui ont besoin de petits conseils, comment, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de détailler. Désolée si j'ai été longue, mais beaucoup de gens m'ont demandé ce que je faisais quand je tombais dans ce genre de situation, ce que j'appliquais. Donc j'ai vraiment essayé de vous le dire. Si vous avez d'autres questions, je reste dans les commentaires. Et puis, bye! Ah, et les serpents là, nous avons su plus tard que c'était toujours les gens du village là. Toujours les mêmes gens. Un oncle et une de mes tantes qui étaient venus là-bas en fait pour nous apporter des maladies, pour nous détruire en fait. Donc, ils avaient fait leur vie dans le toit et leur totem c'était le serpent. Voilà, c'est pour ça qu'on avait trouvé leur mur derrière la maison et tout. C'est pour ça qu'on avait... En fait, les bruits qui se passaient là, c'est parce que, vu qu'on priait, on les dérangeait en fait. Et du coup, ils se manifestaient déjà. Parce que quand on ne priait pas, il n'y avait rien, ils ne se manifestaient pas, ils n'avaient aucun problème. Mais vu qu'on commençait à les déranger, ils se manifestaient déjà en fait. Donc voilà, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien et que tous les abonnés se portent aussi bien. Voilà, je reviens avec une autre histoire. D'abord, le slogan habituel, merci de partager, de liker et de commenter. Je reviens avec une nouvelle histoire. La dernière fois, j'ai raconté l'histoire de mon oncle qui s'est fait envoûter par sa femme et qui a finalement fini par décéder. Ma sœur a écouté l'histoire et elle m'a envoyé une note vocale en me disant « Ah, mais tu as raconté l'histoire de notre oncle, mais tu as oublié plusieurs détails. » J'ai dit « Bon, écoute, je vais peut-être refaire une autre histoire en incluant les détails parce qu'effectivement, ça fait tellement longtemps et je me rappelais plus du tout de certaines choses. Elle me l'a rappelé et puis voilà, j'ai trouvé ça amusant et puis je lui ai dit « Ah oui, mais ça tombe bien, comme ça, je vais dire à DMG aussi en même temps que je vais raconter certaines histoires de famille. » Et donc là, je reviens avec... c'est pas une histoire en tant que telle, hein, c'est beaucoup plus les conséquences en fait des actes ou des actions que nos parents posent et qui ont un impact sur les enfants en grandissant. Je m'explique. Mon père, mon feu père, qu'il repose en paix, quand il était plus jeune, était doué d'une force, mais vraiment, je ne vais pas dire une force surnaturelle, mais il était très fort. Et ma mère nous racontait souvent que, à cause de cette force-là, mon père avait l'habitude de faire le catch au village. Je ne sais pas si ça se passe partout dans certains villages, mais au village de mon père, il avait cette habitude-là pendant les vacances et tout, il y avait des compétitions de catch et tout ça là et tout. Et comme, à cause de cette force, donc, ses parents à lui, donc mes grands-parents, ont décidé de lui faire des vaccins pour déculper le français, pour doubler la force de mon père. Voilà. Donc, mon père, il était fort. DMG, quand j'ai dit mon père, il était fort, c'est que mon père, il était fort. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que ma soeur m'écoute, mais mon père, il était fort.
il était tellement fort que même 5-6 personnes ne pouvaient pas le frapper. Pourtant, il n'était pas costaud, rien du tout, mais juste que quand il se met en colère, il frappe tout le monde. Et ce qui est bien avec... Enfin, je vais dire bien, parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser cette force-là n'importe comment. Pour preuve, nous, ses enfants, il ne nous a jamais frappés, il n'a jamais levé la main sur nous. Désolée, je suis un peu fatiguée et tout. Il n'a jamais levé la main sur nous. Mais, chose étrange, c'est que l'impression qu'on a eue, c'est que cette force-là s'est transmise au travers de ses enfants. Quand je dis ses enfants, on est 5. Et parmi les 5, j'ai ma petite sœur, justement, celle qui écoute toujours tes émissions, et voilà. Et un de mes petits frères, le dernier, qui ont, on va dire, en quelque sorte hérité de cette force surnaturelle. Ma petite sœur peut se battre avec 3 femmes. Aucune d'entre elles ne va lui donner un coup. Au début, on disait ça, quand on était plus jeune, hein, on rigolait là-dessus, mais avec le temps, on s'est dit, ah, c'est quand même étrange que cette fille-là, elle peut se battre avec 3-4 personnes et personne ne lui donne un coup. Et maman disait toujours en plaisantant, ah oui, mais ce sont les choses que votre père a fait là, les vaccins, tout ça là. Peut-être c'est ça là qui est passé dans le sang de ta sœur. Pareil pour mon petit frère. À lui, c'est carrément, je vous promets. Et on se dit certainement que c'est dû au vaccin, les espèces de je sais pas comment on dit ça en français, les incisions que les grands-parents ont fait à notre père, qui est passé dans le sang et qui s'est transmis chez les deux. Je parle des deux parce que c'est les deux en fait qui réagissent au quart de tour. C'est-à-dire, ils frappent d'abord, après ils demandent les explications. Par contre, nous sommes 3 autres, parce que je disais au début, nous sommes 5. Nous sommes 3. On est d'abord dans la diplomatie. On négocie avant de s'énerver. Mais quand on s'énerve aussi, on a l'impression en fait d'être habité par quelqu'un d'autre. Donc, on se demande, est-ce que c'est pas dû au vaccin, hein, que les parents ont fait à cause des compétitions de catch de mon père? Est-ce que c'est vraiment une force que notre père avait et qu'il nous a transmis? Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on avait quand on était jeune. Mais après, ce qui est bien, c'est que on ne se bat pas, hein. On ne se bat pas. C'est vrai, ma petite sœur, elle a changé. À l'époque, ça faisait comme si c'était la grande sœur. Dès que quelqu'un m'embête, c'est elle qui va frapper parce qu'elle savait que moi, je suis timide. Je m'énerve très peu. Je m'énerve pas presque pas. Je préfère parler. Je suis diplomate. Mais alors dès qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui m'a emmerdé, de là à là, comme on dit chez nous au Gabon, de là à là, elle te démonte, elle te frappe. Ça faisait que les gens se demandaient toujours, mais comment c'est la petite sœur qui vient toujours défendre sa grande sœur? Peut-être que la grande sœur n'a pas la force. Non, c'est pas ça, c'est juste que bon, moi ça c'est mon tempérament. Mais après, oui, je reconnais que j'ai des excès de colère, mais que j'arrive quand même à maîtriser. Par contre, mon petit frère, ma petite sœur, c'est une autre histoire. Donc, c'était ça, c'était pour attirer un peu l'attention des parents ou des personnes qui vont faire ce genre de choses-là. Et même la ville où j'ai grandi, hein, la capitale économique du Gabon, la Port-Gentil. Quand on était jeune, on entendait parler souvent de la gifle du gorille. Les Gabonais en savent quelque chose. Hein, il y avait des personnes là, quand ils te giflent, ton cou se tordait. On appelait ça la gifle du gorille. Donc, c'est des espèces de trucs comme ça que les gens mettaient en eux pour avoir la force d'un animal ou je sais pas quoi. Mais c'est ce genre de trucs là. Mon père, je sais pas quel animal, sur quel animal on lui a fait le vaccin, mais je sais qu'il était très fort. Je sais qu'il était très fort parce qu'il a frappé 3 costauds gaillards, donc les frères de ma mère, pour une histoire de famille et tout. C'est une autre histoire. Et il a fallu 10 personnes, on va dire quasiment, pour le maîtriser, pour le mettre en cellule et le laisser 3 jours pour que sa colère descende, pour qu'il puisse reprendre ses esprits. Donc je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, c'est juste que c'est un constat qu'on a fait. Et comme on est dans les histoires
voilà, mystique de DMG, je me dis, peut-être que c'est un lien en fait, la force de ma sœur et de mon frère. Peut-être que c'est un lien avec ce qu'on a fait à papa, parce que c'est pas un secret en fait dans la famille, hein. Tout le monde sait que mon père, on lui faisait des choses bizarres pour qu'il fasse sa lutte, pour qu'il aille même tuer, parce que c'était aussi un grand chasseur, il tuait les éléphants, il tuait des animaux. Pour son âge, c'était impressionnant. Donc on se dit peut-être que ça a un lien avec voilà, le caractère de mon frère et de ma sœur. Donc c'était ça ma petite contribution pour aujourd'hui. Désolée, j'ai tendance à parler un peu plus rapidement quand je suis énervée, parce que j'aime pas trop parler, surtout raconter des histoires. Mais bon, on fait des efforts et puis on essaie de s'améliorer chaque jour. Merci encore et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour, bonsoir les auditeurs de DMG. Bonjour DMG, comment vas-tu? Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne en ce jour. Bon, j'ai une petite histoire à raconter, l'histoire de ma cousine que j'ai vécue. Ma cousine s'était mariée et elle est restée pratiquement, elle s'est mariée vers l'est de... Pas tout à fait à l'est encore, mais je pense que cette partie-là, oui, cette partie fait partie du centre, du côté de Nanga là-bas. Alors ma cousine mariée à un jeune cadre, ils menaient leur vie tranquille, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que après la dot, le mariage civil, ils n'avaient pas fait le mariage religieux. Ils se sont installés, son mari était un jeune cadre, donc... Des années passent, ma cousine n'enfante pas, elle ne fait pas d'enfant. Sa belle-mère, qui avait ce garçon pour seul garçon, parce qu'il avait des filles, commençait à lui mener la vie vraiment dure à la maison. C'était oh, moi je veux un palmarès, je veux que le jour où je ne serai plus là, que l'on sache que j'ai quand même laissé une progéniture, machin. Les années passent, Dodette n'arrive pas à faire d'enfant. Alors un jour, Dodette décide de revenir chez nous au village. Dodette arrive par le car. Elle arrive en plein milieu du village. Ce n'est que dans les villes ou ici en Europe que je vois les maisons sont toutes en bordure de route. Chez nous, dans le sud, dans les villages, les maisons ne sont pas trop en bordure de route. Il y a quand même une grande cour avant d'arriver à la maison. Il y a quand même la cour, un petit espace. Alors Dodette arrive, tout le monde court pour la saluer. Elle dit, je ne salue personne. Comment ça, tu ne salues personne? Elle dit à sa mère, elle dit à son père, elle dit à les oncles, les gens qui venaient, qui accouraient pour l'embrasser. Elle dit, je ne salue personne. On lui dit, mais pourquoi tu ne veux saluer personne? Elle dit, je suis là pour que vous me donniez un enfant. Je suis venue dans ce village avec mon homme. Je vous l'ai présenté solennellement. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Il vous a donné tout ce que vous avez demandé. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ça fait bientôt 10 ans que je suis mariée, je n'ai toujours pas d'enfant? Pourquoi? À l'hôpital, il n'y a rien qui cloche. Chez mon mari, il n'y a rien qui cloche. Alors, je suis là aujourd'hui pour que vous me donniez un enfant. Si vous ne me donnez pas un enfant, je reste là et vous rendez la dot au Nanga. Parce que moi, son mari était du côté de Nangaïbou. Elle dit parce que moi, je ne retourne pas là-bas dans mon foyer si je n'ai pas un enfant. Au bout d'un moment, les enfants commencent à se retirer, l'attroupement qui était autour d'elle, les gens commencent à s'épuiser. Et on voit un oncle du village qui vient, il lui dit, écoute, tu ne peux pas rester là
On ne parle pas de ces choses-là comme ça. Il faut aller à la maison, tu te calmes, on va en reparler. Elle dit, je ne bouge pas d'ici. Elle est arrivée, il devait être aux environs de 12h30, 13h par là. Hein. Là, on comptait déjà 16h. Elle dit, je ne bouge pas d'ici si je n'ai pas un enfant. Je ne bouge pas, je ne vais nulle part. Vous me donnez un enfant. Le bruit a commencé à courir, les gens qui revenaient du champ, les gens accouraient et tout. Et au bout d'un moment, les patriarches commencent à se réunir. Ils disent qu'il y a un problème, on ne va pas la laisser comme ça et tout. Et là, chez nous dans le sud, on avait, je ne sais pas si ça fait quelques années quand même que je ne suis pas allée au village dans le sud. Il y avait ce qu'on appelait dans le temps Abba, c'était la salle commune où tous les vieux, tous les patriarches, c'est à là-bas que le chef se réunissait avec les notables pour juger les litiges du village et tout, pour parler aux jeunes, même nous les jeunes, on s'asseyait là, on allumait le feu, on se racontait des histoires en restant là. Et là, Dodette, elle dit, je ne bouge pas d'ici, je veux un enfant. Au bout d'un moment, ils se sont réunis à là-bas, ils ont commencé à parler, ils ont parlé. Et bingo, il y a l'un des vieux du village qui dit à un autre, pourquoi vous nous fatiguez avec le bavardage? Est-ce que vous ignorez celui qui a fait ça? Qui c'est qui l'a fait? On dit, mais vous demandez comme si vous ne le savez pas, c'est lui. C'est lui qui empêche la petite de faire des enfants alors qu'elle lui donne un enfant. Alors la personne qu'on a désignée s'est levée. C'était un vieux du village qui ne s'était jamais marié, qui lui n'avait pas d'enfant. Il s'est levé, il a dit à ma cousine, il lui dit, écoute, quand on avait fait ta dot ici, j'avais demandé un pagne parce que le pagne que j'attache autour des reins était déjà usé. J'ai demandé qu'on me donne un pagne. On m'a dit que pour les dots, les pagnes c'était fait pour les femmes. Alors moi, je suis allée dans la forêt, j'ai bloqué l'accouchement. Ma cousine lui dit, mais pour un pagne, si tu m'avais demandé le pagne tranquillement, même après la dot, je t'aurais donné un pagne. Elle est partie d'art chercher un pagne. Elle a ramené le pagne. Elle a dit au vieux, tiens, voilà un pagne. Le vieux lui a dit, viens, on part. Ils sont allés sur le chemin qui allait à la rivière, pas à la rivière, au puits, parce qu'il y avait un puits où on allait puiser l'eau potable. Et à la rivière, c'était pour laver les habits ou pour se laver. Sur le chemin de la rivière, ils ont marché sur le chemin du puits, ils ont marché quelques temps. Et en fait, c'est une source, oui, qu'on a bien aménagée, c'était par là. Et ils ont marché quelques temps. Après, le vieux lui dit, regarde là, DMG. C'était juste une coquille de noix qui était couchée à l'envers. Ça veut dire qu'au lieu que la coquille de noix qui était ouverte soit la partie réceptacle vers le haut, la partie bombée était plutôt vers le haut, donc la partie réceptacle était contre le sol. Elle dit à ma cousine, c'est là que j'ai bloqué les enfants. Tu vois comme la noix, elle est posée là. Ma cousine lui dit oui. Il dit, en fait, comment je peux dire ça? J'ai matérialisé ton utérus comme ça. Ça veut dire qu'au lieu que ton utérus soit un réceptacle pour recevoir la semence de ton mari, au contraire, c'est à l'envers. Donc, tout ce que ton mari dépose, il ne dépose pas. En fait, ça recoule. Donc, ça ne pouvait pas concevoir. Il a retourné ça. Il a dit à ma cousine, va. Et si dans 3 mois, tu n'es pas enceinte, reviens me voir. Ma cousine est rentrée. Le lendemain, elle a dormi quand même parce qu'après, ça s'est calmé et tout. Les gens se sont calmés, les esprits se sont calmés, on a mangé. Le lendemain, elle est partie, elle a acheté à manger pour tout le village. Elle a donné de nouveau à manger aux gens. Et le lendemain, elle est rentrée. Elle est rentrée, même pas 2 mois après, elle est tombée enceinte.
tombée enceinte. Elle n'a pas fait un enfant, mais 2 garçons, 2 magnifiques garçons à son mari. Et ces 2 magnifiques garçons, je suis pas peu fière parce que l'un d'eux porte mon prénom. Elle était tellement contente, tellement heureuse que maintenant, elle me dit, je ne peux plus m'imaginer que la sorcellerie n'existe pas. Ça existe. Et pour des broutilles, vraiment, quelqu'un se vexe pour un petit truc. Et c'est pour ça, quand vous faites une cérémonie, quand vous faites une manifestation, il faut souvent regarder, prêter attention aux personnes qui sont autour, si quelqu'un n'est pas vexé, si c'est à partir de là que l'on cherche à nous faire du mal. Alors, tous les abonnés de DMG, tous les auditeurs de DMG, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend. Et je vous demande de liker, de partager. Et on se retrouve dans les commentaires. Bisous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.